Bonjour à tous, salut Xavier. Salut. On démarre par nos actus. Donc quel est l'actu du moment, cher Xavier? Alors l'actu du moment, donc on voit depuis quelques années donc il y a un vrai mouvement fort du move to cloud, applicativement du move to SaaS, et aujourd'hui on se rend compte qu'un certain nombre d'éditeurs parfois ont des comportements qu'on peut qualifier d'un peu abusifs aujourd'hui, puisque sous un espèce de double effet d'inflation qu'on a connu l'année dernière et qui, comme dans beaucoup de secteurs, a particulièrement bon dos, et un effet de cette dépendance qui a été créée entre les éditeurs SaaS et leurs clients. Aujourd'hui, ces comportements abusifs consistent souvent à renégocier des conditions commerciales avec des augmentations très fortes, ce qui pousse beaucoup de nos clients aujourd'hui à revoir leur stratégie, à se questionner fortement sur le fait d'aller vers, je dirais, des solutions un peu à l'ancienne, refaire du build comme on le faisait, c'est à base de composants open source avec du code spécifique pour casser cette dépendance avec ces solutions SaaS qui aujourd'hui effectivement représentent un peu pour certains un piège. Alors on ne fait pas de généralité, il y a toujours un sens et beaucoup de vertus à aller vers ces solutions-là, on les connaît, mais néanmoins on constate aujourd'hui un espèce de, pas de retournement, mais encore une fois un questionnement important sur le fait de revenir vers du build un peu plus traditionnel, avec des solutions d'hébergement aussi dédiées qu'on maîtrise mieux, etc., etc. Voilà. Oui, phénomène de roue qui tourne. Moi, ça me rappelle un peu, on l'avait déjà évoqué, je crois, une précédente émission, ce qui a provoqué l'open source. En 2001, les éditeurs ont énormément abusé et le mouvement de réaction, ça a été de revenir sur du custom, du dev, et la naissance du mouvement open source. Donc je pense que oui, on croit ça chez nos clients, qui est une pression sur les prix, en plus à un moment où c'est pas forcément le plus opportun, qui pousse nos clients justement à nous consulter sur c'est quoi l'alternative pour sortir de ce sujet. Donc, est-ce un piège ou pas, et on va sûrement vers un mix des deux, probablement. Super, très belle transition sur le dossier qui nous sera présenté par Jean-Marie sur les sujets d'architecture d'intégration. Jean-Marie, c'est à toi. Bonjour à tous. Dans ce dossier des papilles du web, nous allons parler d'un sujet auquel nous, intégrateurs de solutions comme CleverEdge, sommes fréquemment confrontés, à savoir comment intégrer une nouvelle solution dans un système d'information existant. Quelle architecture choisir et surtout, quel mode d'hébergement pour cette solution. Il est maintenant rare qu'un éditeur de solution ne propose qu'une version on-premise de son application. Certains ont fait le pari du SaaS by design dès leur début, tels des Shopify, Quable, Contentful et bien d'autres, quand d'autres ont préféré opter dans un premier temps pour le PaaS, qui offre plus de souplesse à l'intégration. Mais dans la tendance actuelle du Move to Cloud, on va vers une uniformisation vers le full SaaS, qui propose de nombreux avantages. Mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Avant tout, rappelons ce que signifient ces termes on-premise, PaaS et SaaS, qui sont les trois façons d'héberger une application. Pour illustrer ça, prenons le cas d'un système d'information comprenant plusieurs applications qu'on peut retrouver fréquemment. Un ERP, un MDM, un e-commerce, etc. Certaines sont hébergées en interne, d'autres en externe. Ce sont des solutions SaaS par exemple. Volontairement, je ne représente pas ici les flux qu'il peut y avoir entre ces applications. Imaginons maintenant que l'on souhaite intégrer une nouvelle application au sein de ce SI. Plusieurs solutions s'offrent donc à nous. Avec un hébergement on-premise, qu'on pourrait traduire littéralement par sur site, vous allez intégrer la solution au sein même de votre infrastructure, donc dans votre SI interne. Dans ce cas, c'est vous, ou votre intégrateur, qui avez la responsabilité de l'installation et de la maintenance de ces applications. L'éditeur, lui, ne fournit finalement que son application en mode exécutable. Avec le mode PaaS, pour Platform as a Service, l'éditeur va mettre à disposition sa propre infrastructure cloud pour héberger l'application, qui ne va donc plus être dans votre SI interne. Ça vous permet donc de partager une partie de la responsabilité avec l'éditeur, qui gère l'infrastructure, et vous, ou votre intégrateur, qui restez en charge de la maintenance du logiciel, y compris tout ce qui est montée de version. Enfin, avec le mode SaaS, pour Software as a Service, on va être dans un mode de fonctionnement dans lequel non seulement l'infrastructure cloud est gérée par l'éditeur, mais également toute la partie logicielle. Ça va permettre de déporter toute la responsabilité de l'hébergement et la maintenance de la solution à l'éditeur. C'est-à-dire que la solution va pouvoir évoluer de manière transparente pour vous.
il n'y a plus de montée de version à gérer. Et là, on ne parle plus de version annuelle ou biannuelle, mais plutôt d'amélioration continue avec des mises à jour qui peuvent être mensuelles, hebdomadaires, voire même quotidiennes. Ce qui va vous permettre de bénéficier au plus vite des évolutions fonctionnelles ou des correctifs de sécurité par exemple. Donc, si pour certains le choix de l'on-premise ne discute pas, par une volonté de maîtriser et sécuriser l'intégralité de leur système d'information, on voit que le mode SaaS a des côtés très séduisants, en permettant de déléguer une grande partie des responsabilités à l'éditeur. À ça, il faut ajouter une dimension financière, qui n'est pas négligeable, car l'hébergement, que ce soit PaaS ou SaaS, va logiquement être un poste de frais supplémentaires. Et ces derniers temps, on a vu de fortes augmentations des tarifs pratiqués par les fournisseurs de services cloud, et donc les éditeurs de solutions SaaS. On voit même émerger un mouvement inverse au Move to Cloud, baptisé Cloud Exit, porté par quelques acteurs, dont en particulier X, anciennement Twitter, qui annonce avoir réduit de 60% sa facture d'infrastructure cloud, ce qui à leur échelle est considérable et représente plusieurs dizaines de millions de dollars. Il est donc très important de bien étudier les gains apportés par les solutions SaaS par rapport aux frais que cela implique, et mettre ça en perspective avec le coût de mise en œuvre et de maintenance de toute une infrastructure interne. Sur un projet d'intégration idéal, on va faire une mission préalable de cadrage pour choisir la solution et l'architecture qui couvrira à 100% les besoins exprimés dans un cahier des charges, qu'ils soient fonctionnels ou techniques. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, sur des projets d'intégration, bien souvent, on va avoir besoin de customiser la solution pour répondre soit à des exigences des équipes métiers qui ne seraient pas couvertes par les fonctionnalités natives de la solution, soit pour des contraintes techniques du système d'information. On va donc avoir besoin de faire des développements spécifiques pour répondre à ces demandes. Ça peut être pour gérer des flux de données entrant ou sortant, si le système d'information ne dispose pas d'une brique de type ESB ou ETL, ou bien pour étendre les fonctionnalités natives de l'outil et ainsi répondre à des processus métiers spécifiques. Si on reprend notre architecture basée sur une intégration on-premise, on voit que les développements spécifiques qu'on va devoir développer vont naturellement pouvoir se greffer sur l'application. Parce que dans le mode on-premise, vous avez l'accès au serveur et au code source. On va donc pouvoir mettre en place des connecteurs, que ce soit en entrée ou en sortie de cette application, mais également de la personnalisation de la solution, ce qui peut être un écran spécifique dans un back-office par exemple. Avec une architecture reposant sur du PaaS, l'application va donc être hébergée en dehors du SI interne. Mais il y a tout de même un accès permettant d'y ajouter les mêmes couches spécifiques que l'on peut faire sur l'on-premise. Et c'est là où le SaaS, si simple et pratique par essence, devient un peu plus complexe. Avec une infrastructure SaaS, on n'a plus accès au serveur pour y ajouter des briques complémentaires. Donc pour mettre en place nos connecteurs, on va devoir passer par un middleware, soit dans le SI interne, soit sur une brique externe, qui va devoir porter la logique métier de ces interfaces. L'intégration doit donc se faire en mode full API, car très peu de solutions autorisent encore un accès SSH ou SFTP, ce qui rend obsolète les mécanismes d'import-export en mode fichier. Ces API, exposées par la solution, doivent être un socle ultra stable et indépendant des montées de version, qui on l'a vu peuvent donc être très fréquentes. S'il peut y avoir des ajouts fonctionnels dans une bibliothèque d'API, il faut à tout prix éviter que l'éditeur modifie la signature d'une des méthodes au risque de mettre en péril les intégrations qui ont été basées sur cette API. Aussi, il ne va plus être possible de personnaliser l'application, comme une surcharge graphique de l'interface par exemple. En effet, les API offertes par les solutions SaaS sont très souvent uniquement orientées sur la partie traitement des données, sans proposer de quoi ajouter des fonctionnalités dans l'interface et de personnaliser l'expérience utilisateur. Il est impossible via API de rajouter un bouton, d'ajouter une entrée de menu, de pousser des notifications custom, etc. On va maintenant essayer d'illustrer tout ça avec quelques retours d'expérience suite à des projets qu'on a menés chez CleverEdge. Un de nos clients, distributeur B2B dans l'alimentaire, possède un PIM Akeneo en PaaS connecté entre autres à un ERP SAP on-premise et à une Marketplace Miracle en SaaS. Étant donc sur une version PaaS, des développements spécifiques ont été faits côté PIM pour connecter les différentes briques. Et chaque année revient le sujet de la montée de version d'Akeneo, qui n'est pas une opération si simple que ça, puisqu'elle va nécessiter de migrer tous ces spécifiques. Donc pour réduire les coûts liés aux montées de version,
Notre client souhaiterait logiquement passer son PIM de l'offre PaaS à l'offre SaaS. Des travaux ont donc été entamés dans cette optique pour déporter certains connecteurs, dont celui avec le RP, vers l'ESB interne au SI de ce client. Mais la question se pose encore sur la manière de connecter la future version du PIM en SaaS avec Miracle, qui est également une solution SaaS. Cette interface, elle est actuellement gérée depuis un développement spécifique sur le PIM, qui propose des écrans de configuration et gère également toute la logique d'appel aux différentes API de Miracle. Dans ce cas, il est donc difficile d'envisager une solution via ESB pour gérer ça. Et il nous faut donc une autre solution, ce qu'on va voir dans notre second retour d'expérience. Nous travaillons depuis plusieurs années pour le compte d'un éditeur d'une solution de traduction pour lequel nous développons leurs connecteurs, dont un vers une des solutions PIM du marché. Pour gérer cet interfaçage, on a besoin d'écrans de configuration, d'implémenter des logiques métiers, etc. Et tout ça nécessite, là encore, des développements spécifiques. Or, les deux solutions à connecter sont toutes deux sur un modèle SaaS, donc sans accès, permettant de customiser les solutions. Donc, où placer notre connecteur ? Pour un client qui a fait le choix d'utiliser deux solutions SaaS pour s'abstraire, comme on l'a vu, des problématiques d'infrastructure, il est difficilement concevable de finalement avoir à héberger en interne une application pour faire le lien entre ces deux solutions SaaS. La solution qui a finalement été adoptée est venue de l'éditeur de la solution de traduction, qui était à l'initiative du connecteur et qui a fait le choix d'héberger cette application tierce et de proposer ce service de connexion à ses utilisateurs. On l'a vu, chaque mode d'hébergement présente des avantages et des inconvénients et il n'y a pas vraiment de bonne solution. Il y a une forte tendance des éditeurs à aller de plus en plus vers le SaaS, qui apporte beaucoup de souplesse de part et d'autre. Et nous, côté Clever Edge, on encourage ce mouvement lorsqu'il est en accord avec l'état d'esprit des DSI, parce que c'est un réel gain pour nos clients de s'abstraire de ces problématiques techniques liées à l'hébergement et de se concentrer sur les fonctionnalités, là où sont les véritables valeurs ajoutées apportées par les solutions. Aussi, et on en a parlé par ailleurs, les solutions SaaS sont un pilier essentiel des architectures Mac, ou dites composables. Mais pour autant, le SaaS ne sera pas forcément compatible avec un contexte projet assez exigeant, où les fonctionnalités de la solution ne répondent pas suffisamment à vos attentes et nécessitent une part de customisation. Il faut également être vigilant vis-à-vis des interdépendances entre les solutions lors de montée de version. On a vu parfois qu'il faut attendre plusieurs mois pour que les différents connecteurs soient mis à niveau, ce qui a été le cas notamment lors de l'arrivée de Magento 2. Enfin, on en a parlé, le facteur financier est loin d'être négligeable. Avec les hausses de prix du SaaS, les gains apportés sont à relativiser et il est difficile de se projeter sur un TCO à plusieurs années avec des variations qui peuvent être aussi brutales et conséquentes. Il est donc très important de confronter les différentes pistes d'architecture aux besoins et contraintes que vont avoir chaque projet d'intégration. Toutes ces caractéristiques doivent être étudiées en amont du projet, idéalement lors d'une phase préalable de cadrage, qui va permettre de sélectionner la bonne solution qui aura la couverture fonctionnelle la plus proche des besoins exprimés et répondra au mieux aux contraintes d'intégration technique de votre système d'information. Et pour ça, n'hésitez pas à faire appel à Clever Edge. Ok, on passe à notre séquence top flop. Donc Fred, ton top du moment. Alors, mon top du moment, c'est un truc de Papy du Web. C'est un gros mot qui faisait pas plaisir à entendre souvent dans les boîtes, qui était la notion de référentiel. Alors souvent, quand on parlait de projet de référentiel, c'est vrai que ça faisait poussiéreux, quoi. Néanmoins, c'est le grand retour des référentiels chez les clients. Et c'est une bonne chose que le référentiel nous permette de stocker de la donnée de manière unifiée dans une plateforme, de se soucier de la qualité de ces données, de la gouvernance de cette donnée, qui en est responsable, qui en est maître. Et ça évite la dispersion de cette donnée. Donc aujourd'hui, on a un vrai mouvement de retour des projets de référentiel. Alors on va parler maintenant de projets de master data management, de projets dans les métiers de la donnée produit, de projets PIM, dans les sujets de référentiel d'identité, de projets SIAM. Mais le principe est le même, être capable de centraliser de la donnée, la mettre en qualité pour alimenter les canaux multiples que traversent nos clients pour assurer des parcours omnicanaux sans couture. Donc l'omnicanalité,
a un effet vertueux, outre les effets business, qui est de ramener la donnée dans des référentiels pour qu'elle soit synchronisée sur tous les canaux. Donc ça, je pense que c'est un vrai plus. Et c'est moins poussiéreux maintenant. Ouais. Et c'est la première couche sur laquelle on appuyait toutes nos architectures depuis maintenant quelques années, cette fameuse couche de référentiel de données, de partager, de centraliser pour être capable d'arroser sur les différents canaux de façon homogène. En effet. Voilà, donc tout à fait. Donc un vrai sujet. De ton côté, tu as sûrement un flop du moment ? Oui, un flop. Alors, un flop, c'est surtout aujourd'hui ce côté un peu paradoxal entre le mouvement très trendy de l'éco-conception et qui a raison d'être, il n'y a pas de sujet, et puis, à contrario, le mouvement de l'IA qui est ultra consommateur en énergie. Si on sait très bien que si on continue sur ce trend d'usage, il va falloir construire 40 centrales nucléaires par an en France pour être capable d'assurer tous les usages aujourd'hui si on tient cette courbe-là. Donc, il y a une espèce de paradoxe, d'hypocrisie un peu parfois entre des clients ou des sociétés de services qui viennent pousser de l'IA pour de l'IA sans aller chercher une valeur ajoutée immédiate, sans aller chercher une valeur métier effective, et à côté de ça vont pousser des méthodologies éco-conception un peu greenwashing à tout va. Voilà, donc je pense que nous, on reste comme d'habitude très pragmatique, on veut mettre en place de l'IA, c'est une révolution, on ne la néglige pas, mais en revanche, il faut qu'elle ait du sens. Et il faut qu'on travaille comme d'habitude des use cases qui vont dégager de la valeur directe pour nos clients et pas faire de l'IA pour l'IA à tout prix parce que c'est trendy, etc. Voilà, donc on essaye de se positionner encore une fois sur une logique très pragmatique pour aller chercher de la valeur avec l'IA et pas en faire n'importe quoi. À côté de ça, en plus, aller travailler sur des sujets d'éco-conception, ce qui paraîtrait un peu hypocrite. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a un phénomène de schizophrénie de certains acteurs qui disent tout et son contraire. Bon, c'est pas nouveau. Ok, bon, merci. Merci à vous. À bientôt, prochain épisode. À bientôt.